Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle chronique à saveur, une capsule verte avec Amélie Drainville. Allô Amélie? Salut! Là, aujourd'hui, en fait, dans ta précédente capsule, tu nous avais vraiment mis les bases de ce qui attrayait l'importance d'être écologique pour notre planète. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est en réalité être écologique? En effet, si on parle qu'il faut être écologique, il faut à la base savoir c'est quoi être écologique. Exactement. Donc, on va parler un petit peu de l'étymologie du mot écologie, qu'on a dit à la dernière capsule qui était née en 1866. Donc, dans sa définition scientifique initiale, écologie désigne le vaste domaine d'étude des interactions entre les individus, seuls ou en groupe, et les milieux qui les entourent, leur environnement, milieux dont ils font eux-mêmes partie. Donc, c'est vraiment écologie, on parle d'interaction entre les individus et leur environnement. Pour ce qui est de l'environnementalisme ou l'écologisme ou le militantisme environnemental, tous ces synonymes, c'est un courant de pensée idéologique et philosophique et un corpus de valeurs et de propositions qui vise la préservation des milieux naturels, des écosystèmes vivants pouvant être altérés par l'activité humaine. Donc, c'est vraiment de sauvegarder ce qu'on a présentement comme milieu naturel parce qu'on on les massacre un peu par notre activité humaine. Donc, ça, c'est pour l'environnementalisme. Et si on parle aussi d'écologisme politique, dans le fond, c'est un mouvement socioculturel nourri d'influences diverses, donc nourri de mouvements comme l'altermondialisme, le féminisme, le pacifisme, la non-violence, le socialisme, donc tous ces courants mêlés ensemble. Et donc, ces influences diverses qui, depuis les années 70, revendiquent la possibilité de mener une action politique en prenant compte des enjeux écologistes. Donc, faire la part des choses, si on peut dire. Donc, en politique, on parle habituellement de développement durable. OK. Et de quoi s'agit-il? En fait, le développement durable, on va aller voir notre spécialiste, M. Steven Guilbeault, cofondateur d'Équiterre, qui va nous expliquer plus longuement ce qu'il en est. Bien, le développement durable, c'est d'arriver à avoir une société où on se développe, pas tant en termes matériels, mais où on se développe d'un point de vue de l'éducation, du savoir, où on apprend à mieux vivre ensemble, et où on utilise les ressources, mais de façon à ce que ceux qui viennent après nous, nos enfants et nos petits-enfants, manquent pas de ces ressources-là. Alors qu'on ne prenne pas plus que ce que la planète peut se permettre de régénérer et qu'on s'assure qu'on laisse à ceux qui vont nous suivre une planète qui est en bonne santé. Si notre attitude, c'est de dire « après moi le déluge », bien effectivement, c'est ça qui pourrait arriver. On pourrait laisser à nos enfants et à nos petits-enfants une planète très mal en point, où il y a de plus en plus de changements climatiques, il y a de plus en plus de pollution de l'air, il y a de plus en plus de déchets. Et là, on va laisser à nos jeunes un problème que nous, on va avoir créé. Il y a quelque chose de très immoral là-dedans. Et là, Amélie, dis-moi, comment peut-on réussir à assurer un développement durable? Ben, écoutez, moi, je vous ai sorti une liste de façons plutôt simples à la maison, comment on peut faire pour assurer son propre développement durable. Des petits trucs quotidiens oui, qu'on peut faire quotidiennement. OK. Donc, ce que j'ai appelé les 10 moyens de base pour être écologique. Ah, ben prenez des notes tout le monde. Là, hein, on commence. Donc, le premier, c'est d'être le moins énergivore possible. Ce que je veux dire, c'est que d'éteindre les lumières quand c'est inutile. Parce que là, on va dire, bon, c'est juste de l'hydroélectricité. L'hydroélectricité, c'est écologique. Vous regarderez le reportage Chercher le courant, vous allez être découragé. L'hydroélectricité, c'est pas si écologique que ça parce qu'il faut inonder des vastes territoires qui peuvent servir à l'agriculture, qui sont des réserves fauniques. Donc, tu sais, il y a des pour et des contre, des avantages et des inconvénients à ça. C'est beaucoup mieux que beaucoup de choses, comme le pétrole, c'est beaucoup mieux que le pétrole. Mais l'hydroélectricité, on essaie de, comme toute source d'énergie, on essaie de l'utiliser le moins possible, à moins que ce soit l'énergie solaire, que là, et l'énergie éolienne, que c'est vraiment des énergies très, très proches. On essaie de ne pas surutiliser cette énergie. Ça. Okay. Surtout si on chauffe au bois, pas chauffer en plein été, ça, c'est déjà une bonne idée. Aussi, ne pas se promener en voiture inutilement.
les gens qui vont se promener, faire des tours de voiture, c'est bien beau, mais prenez votre vélo, écoutez, ça va être beaucoup plus écologique, vous allez avoir la conscience tranquille, la mienne aussi va être plus tranquille, et vous allez voir, vous allez avoir encore plus le temps de regarder le paysage. Donc, là, je vais faire un peu l'avocat du diable. Oui. Les gens, l'hiver, qui habitent dans les régions et qui doivent se transporter, que ce soit au boulot, qui doivent aller porter des enfants à la garderie, qui doivent aller visiter leurs proches, quels moyens ils peuvent avoir pour ça? J'ai bien dit inutilement. Donc, Qu'est-ce que on est c'est encore pour toi, dans- inutilement? inutilement, c'est absolument pour rien. C'est être dans la cour de son voisin puis de faire rouler son moteur pendant 15 minutes pendant qu'on parle. Ça, c'est inutilement. OK, dans ce sens-là, Oui. OK. Donc, tu sais, on parle de développement durable. Donc, on essaye de moins utiliser ce qu'on avait pour le remplacer par d'autres choses. Donc, un de mes moyens, c'est d'utiliser la voiture électrique. Donc, on va y revenir plus tard. Mais c'est sûr que, comme tu dis, les gens qui habitent en région, c'est moins facile. Mais ça relève du gouvernement de nous munir de moyens de transport qui vont être durables et qui vont servir à tous. Moi, ce que je prône depuis le début, c'est un TGV. Un TGV Montréal-Québec, ce serait incroyable. C'est génial, oui. Avec plusieurs stations pour arrêter comme, je sais pas, à Berthierville, après ça, Lavaltrie, Repentigny. Ça prendrait 45 minutes puis on serait déjà rendu à Québec. Donc, ça serait vraiment génial. Mais là, ce qu'on dit, bon, la Rive-Sud va en vouloir un, puis là, ça va coûter cher. Faut y penser. Oui, c'est ça. Il y a Ça demande beaucoup de plusieurs réflexion. alternatives. Il faut avoir plus de trajets de bus, encourager les gens à utiliser moins leur voiture. Donc, il y a plein de petits efforts à faire par rapport à ça. Mais on va commencer par y aller avec vraiment la base, puis à se dire, on l'utilise pas inutilement dans sa cour, faire rouler le moteur, on attaque tout le monde, C'est soit dans déjà- l'auto, on part le moteur, puis on... C'est déjà bon à ce Oui, moment-là. c'est ça. Ouais. On fait un petit effort. Ensuite, autre moyen, diminuer ses déchets. Donc, comment diminuer ses déchets? Le recyclage. Souvent, mes parents m'en parlent et disent « Amélie, énerve-toi pas trop. On a fait beaucoup de progrès dans mon temps, ça n'existait pas le recyclage. » Donc, c'est vrai, on peut recycler beaucoup. D'ailleurs, on va en parler dans une prochaine capsule du recyclage. Donc, je vous donne quelques trucs. Tout d'abord, donc, essayez de laver vos contenants alimentaires qui sont un peu sales. Donc, en faisant votre vaisselle, vous prenez votre contenant, vous le lavez comme une canne de conserve, vous la lavez, vous la mettez au recyclage. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle va être recyclée. Donc, ça, c'est un petit geste qu'on peut faire quotidiennement. Donc, c'est vraiment simple et efficace. Aussi, compostage, vermicompostage, les deux sont vraiment des bonnes alternatives pour éviter d'avoir une trop grosse poubelle, donc avec des déchets de légumes, de fruits. Ça se composte très bien. Tous vos essuie-tout, ça se met dans le compost, c'est génial. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il faut avoir à peu près 50-50 de matière végétale et matière non vivante, comme les essuie-tout. Donc, c'est un mélange de tout ça qui va vous faire un bon compost. Puis là, si vous vous dites, ben j'ai pas besoin de compost, donnez-le à votre voisin qui a un jardin ou essayez de trouver un endroit qui font la collecte. Il y a plein de De moyens. plus en plus de places ont maintenant des bacs, des contenants à compostage où les gens peuvent aller. C'était plus facile en ville, mais je pense qu'en région, ça commence Ça commence arriver. à s'en venir avec les bacs bruns de billes, donc Oui. ça s'en vient. Puis sinon, le vermicompostage, c'est un peu plus propre. C'est dans un bac avec des vers de terre, des vers exprès pour le vermicompostage. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller fouiller sur Internet ou vous trouvez une brochure. C'est super simple et c'est vraiment efficace. Donc du bon compost avec le vermicompostage. C'est génial. Donc, si on continue, consommer intelligemment. Donc, dans mon choix qu'on fait à l'épicerie, ça a une énorme importance. Souvent, on y va à l'épicerie avec le moins cher, puis le plus rapide, la première chose qu'on voit sur le coin. C'est pas vraiment la manière la plus écologique de faire, parce que si on pense que nos oranges viennent de la Floride et qu'elles ont fait 12 heures, 13 heures de route, donc 13 heures de dépenses de pétrole pour se rendre à notre maison, je pense pas que ce soit le choix le plus écologique. Donc, il faut consommer intelligemment. Là, on va donner un exemple qui est très simple, les fraises. Oui. Quand c'est le temps des fraises du Québec, parfait, on en consomme, on en achète. Mais quand les fraises,
c'est la période au Québec est finie, on peut décider d'en Choisir acheter un autre moins fruit. souvent. Oui, on peut choisir un autre fruit. Là, vous me direz, ben là, à l'épicerie, il n'y en aura pas beaucoup qui vont venir du Québec. Mais c'est en achetant des produits faits plus près de chez nous qu'on va finir par avoir une plus grande gamme de produits Écologiques, locaux. oui. Et donc aussi, ben, c'est évident, acheter bio. Ça, c'est vraiment un geste qui va gagner en importance, d'après moi, dans les prochaines années. D'après moi, il va y avoir une mode qui va se partir, là. J'achète bio, hashtag bio sur Facebook, ou quelque chose comme ça. Donc, d'après moi, ça s'en vient, là. Plus les gens vont acheter du bio, plus ça va se développer. Ben, j'ajoute un petit complément, là, tu disais que c'est une mode qui commençait peut-être à arriver. Je lisais justement un article dans la presse plus hier qui disait que les stars étaient très à l'affût, très tentés par ça, par la santé qui se disait gourou de tout ça. Bon, écoutez, ça reste que ils sont pas formés pour ça, mais si ça peut inciter les gens à mieux manger, à mieux consommer, souvent pourquoi pas. Les potins de stars, ça incite les gens à suivre les modes, donc si ça peut être pour une bonne chose comme ça, pourquoi pas, hein? C'est ça. Voilà. Donc, c'est ça pour ce qui est du bio. Donc, on va avoir une capsule donc, qui va porter là-dessus. Donc, aussi, on va parler des pesticides, des OGM, les influences sur notre santé. Donc, ce sera à suivre dans nos capsules. Ensuite, on en a parlé un peu plus tôt. Oui. C'est une voiture électrique. Vraiment bénéfique. Ou sinon, encore plus simple, le covoiturage. Il y a plein de sites Internet super intéressants. Amigo Express, prendre l'autobus. Oui, il y a plein de façons de faire du covoiturage. Même sur les packs, d'après moi, il y a des gens qui affichent du service de covoiturage. Ils disent le prix que ça coûte. Puis ça se partage en gang. Donc, c'est vraiment pratique. C'est avantageux économique aussi. Oui, donc à essayer. Ensuite, économiser l'eau. Bon, économiser l'eau, ça, c'est pas facile. On prend souvent des longues douches après une journée épuisante de travail, mais c'est pas écologique. Pourquoi? Parce qu'on se rend pas compte encore de la quantité d'eau qu'on utilise et à quel point ça peut être dommageable pour notre environnement. Il faut se rappeler que dans les pays de la majorité, que je vous parlais tantôt, les pays du Sud, certains pays n'ont que 6 litres d'eau par jour par personne. Wow. Nous autres, on en utilise environ 300 par personne par jour. Par jour? Par jour. Donc, c'est ahurissant qu'on l'apprend parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on est nombreux à faire cette même chose. Et si tout le monde diminuait à 50 litres d'eau par jour, imagine la différence que ça ferait. Donc, quand c'est de boire de l'eau, c'est nécessaire, là, on s'entend. Oui. Mais on peut réduire notre consommation d'eau en n'arrosant pas son asphalte. C'est déjà... Ouais, ça serait bon. Non, tu sais, l'asphalte n'a pas besoin tellement d'eau pas parce qu'elle ne nécessaire. l'absorbe pas. Donc, c'est des choses qu'on peut éviter. Pourquoi on a besoin d'économiser l'eau tant que ça? Parce que la réserve diminue. Vous allez me dire que de l'eau, on en aura toujours parce que c'est renouvelable puis ça va continuer d'exister. OK, mais l'eau douce disparaît. L'eau salée reste. Donc, oui, on va avoir des moyens un jour peu coûteux de filtrer l'eau pour qu'elle soit enlever le salé. Oui. Mais pour l'instant, la réserve mondiale d'eau douce diminue considérablement. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut y penser au quotidien. Quand on fait sa vaisselle, on remplit le bac à moitié. On ne fait pas exprès de remplir le bac au complet. Tu sais, c'est plein de petites choses qu'on dit. Je peux économiser de l'eau là-dessus, là. Puis pour ça, je sais pas, pour ceux qui seraient intéressés à tester la chose, passer une journée juste avec 6 litres C'est une d'eau. très bonne idée. Puis, donnez-nous des nouvelles si vous souhaitez tenter la chose. Donc, écrivez-nous sur le Facebook de CTRB, on serait... très intéressé à avoir votre avis, votre opinion là-dessus. Un 6 litres d'eau par jour, ça doit pas être facile. C'est pas beaucoup. Donc, on essaye de se mettre dans la peau d'un Africain qui vit comme ça. Là. Donc, vous essayerez ça à la maison. Ouais. Ça doit être bon. Ça replace les idées. Oui, c'est ça, ça fait réfléchir. Un autre moyen d'être écologique, Oui. sensibiliser son entourage. Donc, c'est la base.
les valeurs écologiques, ils vont pas se transmettre comme ça, là. Oui. C'est vraiment en le disant aux autres, en le partageant. Donc, en leur disant que c'est des petits gestes qui vont faire la différence, en leur disant « Essaye-le toi aussi, le 6 litres d'eau par jour, tu vas te rendre compte que c'est pas facile, tu sais, puis qu'il y a des efforts à faire. » Donc, ça, ce serait un bon moyen déjà d'améliorer les choses. Il y a des organismes qui font de la sensibilisation énormément. Dans les écoles au primaire, surtout, on est pas mal conscientisés dès notre jeune âge. Donc, ça s'en vient, c'est pas mal mieux. Mais ça s'en vient, oui, parce que même moi qui est pas, tu sais, j'ai fini le secondaire peut-être il y a 5 ans, 6 ans, puis déjà, on commençait à nous parler un peu d'environnement, puis de recyclage, puis là, j'ai l'impression que les enfants sont beaucoup plus sensibilisés. En effet. À ça. C'est déjà beaucoup mieux. On s'attend juste à ce que ça devienne encore plus grand comme phénomène dans les prochaines années. Chapeau professeur. Et aux écoles qui en parlent. Ensuite, bon, ça c'est moins simple, mais c'est faisable parce qu'il y a beaucoup d'organismes d'environnement dans notre région. Impliquez-vous. Donc, les gens retraités qui nous regardent, si vous avez un peu de temps à passer, donc vous pouvez peut-être décider « Ah, moi, je veux faire ma part pour l'environnement. Donc, il y a plein d'organismes, Greenpeace, Fondation David Suzuki, Nature Québec, Fondation Rivière, Équiterre. Mais le plus proche, coule pas chez nous. La nouvelle... Oui, c'est tout récent. Tout récent depuis... l'été passé environ. Depuis que l'Oléoduc Énergie Est est sur la map. Oui. Donc, ces organismes-là ont toujours besoin de bénévoles parce que ça se fait pas tout seul, la protection de l'environnement. Donc, joignez-vous à eux. Il y a même un comité de vigilance ici des îles de Berthier. Il y a le comité vigilance de Berthier, il y a le comité vigilance de Sainte-Geneviève. Donc, il y a des comités partout autour de vous. Donc, si vous voulez vous impliquer, allez-y à fond, je vous encourage. Et vous nous en donnerez aussi un petit feedback. Oui. Ouais, on aimerait ça savoir si vous vous inscrivez. On est rendu au dernier point déjà, dernier moyen. Donc, le dernier moyen que j'ai décidé de mettre sur ma liste, c'est d'exprimer son souci de l'environnement par ses choix politiques. Parce que d'après moi, c'est ce qu'il y a de pratiquement plus important parce que oui, on peut faire des changements par soi-même, mais c'est l'action globale de tous les pays du monde qui va faire qu'un jour, on va peut-être s'en sortir. Donc, c'est... Là, je vais essayer de ne pas être trop partisane, mais il y a certains partis, si on lit leur programme, qui sont beaucoup plus en faveur de politiques environnementales strictes que d'autres. Ils mettent plus ça de l'avant, disons. Voilà. Oui. Donc, je vous les nommerai pas, vous les connaissez. Donc, si on fait des choix plus intelligents quand on vote, c'est sûr que ça va faire une différence. Là, vous me direz comment on vote au Canada et au Québec. C'est pas propice à élire des petits partis qui ont ce genre de valeurs-là. OK, peut-être, mais si on commence à voter pour eux, peut-être que ça pourra faire une différence parce que ça va leur donner des fonds. Ils vont pouvoir grossir leur parti. Puis si on changeait le mode de scrutin, ça serait encore plus facile d'avoir une représentation plus équitable, plus proportionnelle à l'Assemblée nationale. Donc, moi, je vous dis, par vos choix politiques, c'est déjà un bon pas de fait vers un développement plus durable. Donc, voilà, Marie, on a fait le tour des aspects plus théoriques. Conseils, de nos capsules. Donc, les prochaines capsules, on va aller sur le terrain, voir comment ça se passe du côté de l'environnement. J'ai hâte. Parfait. Merci. Merci.